Bonjour chers amis et bienvenue sur le Mont Faron. Alors bien sûr, il y a énormément de sujets puisque vous savez que je suis sur plusieurs, comment dirais-je, sur plusieurs sujets à la fois. J'ai d'abord le travail d'écrivain que vous connaissez, sur lequel d'ailleurs je suis très affairé dans la mesure où je termine la traduction de Ragnarok d'Ignatius Donnelly et que je vais poursuivre aussi par les 365 jours de Shambhala, qui est une sorte de calendrier perpétuel qui peut vous servir tout à fait de coach spirituel pour les différentes journées de l'année, les fameux 365 jours. Alors ça, c'est pour la partie bouquin, dans l'immédiat du moins. En ce qui concerne maintenant la partie exploration, alors comme vous le savez, nous avons résolu à 90% le problème de Méditerranéo Deep Exploration, où bien entendu le Drasme se retrouve dans une situation qui lui est difficile de soutenir, dans la mesure où le ministère de la Culture est intervenu, où la DDTMV est intervenue également, et que la DDTMV comme le ministère de la Culture sont des organismes hiérarchiquement supérieurs au Drasme, donc ils ont remis de l'ordre dans les fameuses 19 découvertes que le Drasme, en la personne de M. Arnaud Chaumas, refusait de nous reconnaître. Donc ce passage a été franchi, nous avons donc ces découvertes validées, et par voie de conséquence, nous sommes maintenant dans l'attente de la prime au primo-déclarant pour chacune de ces 19 épaves, enfin pas tout à fait. Il y a 2 épaves, la 3 et la 6, qui malheureusement existaient déjà, enfin avaient été déjà authentifiées par le Drasme, et donc sur lesquelles nous ne pouvons ni réclamer la découverte, ni bien entendu la prime primo-déclarant. Ceci dit, ce n'est pas très grave, la somme reste encore très belle et devrait me permettre, outre de pouvoir m'assurer, je dirais, un revenu tranquille sur quelques années à venir, ça va aussi me permettre de financer les quelques petites explorations que j'ai sous le bras, en dehors de Méditerranéo et de ses épaves, comme par exemple Gizeh Final Point en Égypte et bien entendu la Bosnie, le PR4, la dernière des dernières expéditions qui vont se faire sur la Bosnie, en tout cas dans l'immédiat. Bien sûr, il y a d'autres choses à aller explorer en Bosnie-Herzégovine que la vallée des pyramides. Il existe le fameux temple hanté de Mostar. Il existe aussi, bien entendu, cette cité antédiluvienne, ou du moins de ses vestiges, qui ont été retrouvés par l'un de mes suiveurs et fans en Bosnie, dont j'ai le dossier toujours sous le coude, mais qu'il faudra bien qu'un jour quelqu'un y aille. Et puis, bien sûr, Gizeh Final Point, qui, pour l'instant, est pratiquement finalisé là aussi. Il ne nous manque plus que les fonds à recevoir et les visas à faire signer au consulat de Marseille. Et normalement, cette expédition est sur les rails. Alors après, question de la date, ce n'est pas nous qui avons la main, c'est le gouvernement égyptien, c'est lui qui va nous déterminer les fenêtres, si je puis dire, que nous pourrons utiliser. Il y a à nous de choisir dans, je pense, plusieurs fenêtres. Il y en aura une courte qui va durer de 8 à 10 jours et qui sera une sorte de reconnaissance du plateau de Gizeh, mais en même temps une médiatisation de cette expédition auprès des médias égyptiens, de manière à faire connaître très exactement l'enjeu et la raison de notre présence sur place, sachant quand même que l'Égypte, ayant un peu besoin d'une sorte de reboost, et ces monuments étant, je ne dirais pas connus et reconnus, mais enfin, je dirais, n'apportent plus vraiment de surprise, il est important pour le pays de pouvoir mettre la main sur cette fameuse cité antédiluvienne qui se trouverait sous le plateau de Gizeh et qui serait même, dont le plafond serait à la base en fait des pyramides d'Égypte, ce qui prouverait bien entendu que ces pyramides n'ont jamais été bâties par le moindre pharaon, mais qu'elles étaient déjà là, qu'elles aient ensuite, éventuellement étant à l'abandon, été utilisées par les pharaons en place lors de la constitution de la civilisation égyptienne. Tout cela peut se comprendre, s'entendre. Mais si véritablement cette cité antédiluvienne existe, ça va repousser l'âge de la civilisation égyptienne, directement ou indirectement. On ne sait pas si les gens qui habitaient cette cité antédiluvienne étaient nés sur place, si je puis dire. Mais
de toute façon, ça va faire de l'Égypte, à travers cette cité antédiluvienne, probablement la plus ancienne civilisation sur Terre, et ceci de manière formelle, prouvée. Quand on trouve une cité, c'est pas 3 artefacts, quoi. Donc, ça, c'est en route. Comme je vous ai dit, c'est une question maintenant de planning avec l'Égypte et, bien entendu, du versement des sous que nous attendons pour que nos sponsors qui financent cette opération nous donnent enfin les moyens de partir. Alors, l'équipe de Gizeh Finalpine va être vachement réduite. Hein. On était parti pour, au départ, 12 personnes, je crois. Finalement, si on est 4, c'est beau. L'Égypte a posé elle-même ses conditions. Moi-même, j'ai posé mes conditions. Et toutes les discussions que nous avons eues nous a amené à éliminer, évidemment, tout accompagnant, aussi sympathique soit-il, aussi amical soit-il, pour ne garder en fait qu'un noyau de professionnels. Et du coup, comme c'est un noyau, nous serons effectivement très peu. Donc, ce phénomène d'ailleurs risque de se reproduire, mais là pour d'autres raisons, des questions budgétaires, en Bosnie-Herzégovine, où à l'heure d'aujourd'hui, les moyens que nous avons levés pour pouvoir faire l'OPR4 sont insuffisants pour financer l'équipe qui avait été calculée au départ. Et il est tout à fait probable que cette équipe de 5 ou 6 personnes se limite finalement à 3. Donc je pourrais vous en dire plus, je pense, à la fin du mois. Ça va dépendre encore de 2-3 paramètres. Nous avons Lucas qui se bat comme un beau diable pour essayer de son côté de pouvoir trouver les fonds pour nous aider et nous accompagner. Et puis il y a d'autres personnes qui m'ont promis, mais vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc qui m'ont promis pour certains des petites sommes, mais qui pourraient effectivement alléger la charge, puisque cette expédition EPR4, dans l'état actuel, avec l'équipe actuelle, ne pourra pas se faire si nous ne trouvons pas les 1800 €. Et je pense que j'ai suffisamment communiqué sur mes pages et sur un nombre incalculable de pages, de groupes, de choses diverses et variées, pour qu'aujourd'hui, plus personne ne soit, n'ignore en fait cette expédition et les besoins de celle-ci. Donc, comme vous le savez, nous sommes prêts pour Gizeh Finalpine. Méditerranéo est bouclé. Nous ne pourrons rien faire de plus concernant les épaves en Méditerranée. Nous n'avons plus la main, puisque lorsque la DDTMV a accepté la validation des découvertes, elle nous a en même temps ôté tout pouvoir d'y aller. Ce serait une infraction de le faire de notre part, sauf si, bien entendu, la DTMV ou le DRASM sollicitaient notre présence, auquel cas nous pourrions à ce moment-là participer aux fouilles et aux recherches et aux explorations, mais je pense que ce sera sous certaines conditions, genre éviter de donner les points GPS des différentes épaves, et je pense que l'on ne pourra filmer que sous le regard contrôlé du DRASM, ce qui me paraît de toute façon tout à fait normal. Après, est-ce qu'on pourra vous communiquer ce qu'on aura vu s'ils nous demandent de venir? Ça reste une chose à négocier avec eux. On verra, 1, si on peut le faire, 2, dans quel délai, parce qu'ils peuvent aussi nous mettre des délais de garde, si je puis dire, c'est-à-dire nous interdire de présenter les images filmées sur place avant un certain temps. Et même un temps certain, devra-t-on dire. Donc, voilà comment ça se passe pour ces 2 expéditions. Voilà, pour la Bosnie, tout va bien, on a tout le matériel, on a tout l'équipement. Je ne vais pas faire qu'une expédition là-bas. Les gens, comment dirais-je, s'abusent en quelque sorte en pensant que ce ne serait qu'une expédition comme l'était le PR2. Non, ce sera en fait, c'est aussi un rendez-vous que j'ai avec un colloque international de chercheurs, et pas des chercheurs autoproclamés de Facebook, hein, des vrais chercheurs, auxquels j'ai été convié et auxquels je vais me déplacer puisque j'ai ma part d'intervention dans ce colloque, à savoir je vais présenter les travaux de leur PRD, bien sûr tous les travaux et toutes les analyses qui ont été faites concernant la vallée de Pyramide, ses monuments, ses singularités. Donc de ce côté-là, je serai présent là-bas aussi d'une certaine manière médiatiquement.
pas seulement en tant qu'explorateur. Bien entendu, mon quartier général sera toujours l'hôtel Pyramida Sumca, hein, je suis en famille là-bas, je ne vais pas chez des étrangers, je suis en famille. Donc, il pourra me rencontrer, discuter à bâton rompu, même si nécessaire, pour le peu que je sois disponible, c'est-à-dire probablement tous les soirs, après 21h, si bien sûr je ne me couche pas, parce qu'on risque quand même d'avoir des journées particulièrement chargées. Voilà, donc tout va bien. Ces deux expéditions sont sur les rails, Méditerranée s'est calé. Sur Back to Agartha, ça fait un petit moment que beaucoup d'entre vous me demandent un petit peu des renseignements là-dessus. Alors je sais qu'il y a de l'impatience, qu'il y a de l'incompréhension sur le fait que je diffuse peu médiatiquement sur cette expédition, mais je pensais avoir été assez clair en vous expliquant qu'en réalité, je suis en conflit avec des personnes, ces personnes n'ayant pas du tout envie que l'on découvre l'Agartha et sa capitale Shambhala, parce que, comme je vous l'ai dit, et pour ceux qui ont lu la trilogie Shambhala, ils le savent, c'est les découvertes qui ont été faites par le Major Wesley mettent en évidence que cette civilisation n'est pas en ruine, comme pourrait l'être, je ne sais pas moi, Palmyre, Babylone, Persépolis, etc., mais elle serait visiblement en parfait état de fonctionnement, hormis le fait qu'ils n'ont pas trouvé âme qui vive au milieu de ces endroits. Il est évident que ça pourrait changer la donne, parce que, comme le disait Wesley dans un des carnets, ça résume très clairement les enjeux importants qui règnent sur Back to Agartha et cette expédition. Une civilisation qui aurait 600 000 ans d'âge et 70 000 ans, 700 siècles d'avance sur la nôtre, c'est tout à fait compréhensible que les technologies qui existent là-bas, les connaissances qui existent là-bas, pourraient changer la face du monde si elles pouvaient devenir accessibles à l'humanité. Et comme vous le savez, le nouvel ordre mondial et les Illuminati sont très loin d'être une fable. Après, j'ai eu le regret de les rencontrer et même de subir leur pression. Je souhaite ça à personne d'ailleurs. Mais, croyez-moi, ils existent bel et bien, c'est une réalité. Le groupe Bilderberg est une réalité. Le bunker du Spitzberg est une réalité. Il faut savoir que toutes ces choses sont réelles, même si on peut paraître complotiste, elles sont réelles, elles sont prouvables à volonté. Après, de toute façon, c'est peut-être parce qu'ils ont des difficultés à nous empêcher de communiquer, et nous, on a cet acharnement à communiquer. Du fait, vous trouvez que c'est relativement simple d'avoir ces informations, donc forcément, c'est du complotisme. Eh bien, mes chers amis, malheureusement, non. Nous sommes obligés de garder une certaine discrétion concernant Back to Agartha, ni ne donner le lieu de départ, ni le jour du départ, ni qui compose la moindre équipe, parce que bien entendu, ces personnes subiront des pressions pour essayer de les décourager, ou pire. Et il y a beaucoup d'autres choses que je vous cache, que je ne vous dis pas, d'abord parce que ça ne regarde personne, et puis parce que ce sont des choses qui seraient difficilement prouvables dans la mesure où c'est quelque chose qui est vécu, mais dont vous n'avez ni photographie, ni enregistrement, puisque ça se passe toujours à des moments impromptus, c'est-à-dire un moment où vous ne vous y attendez pas, et par voie de conséquence, vous n'avez ni le réflexe de l'appareil photo, ni le réflexe de filmer, et en fait, quand vous subissez les pressions, et je mets des guillemets à pression de ces gens-là, c'est pas un appareil photo qu'il faut sortir, c'est un flingue. Donc, voilà un petit peu pourquoi cette expédition est depuis 2015 dans une forme de brouillard. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, le jour où nous y serons allés et dont nous en reviendrons, vous serez parfaitement au courant et ça deviendra mondialement connu. Pour l'instant, on est loin de là, même très très loin de là, et on a encore beaucoup de choses, de préparatifs et d'essais et de choses
à faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que très prochainement, vous me verrez en tenue dans une vidéo qui vous montrera la tenue que nous aurons lorsque nous partons en expédition. Avec bien sûr, comme la tradition le veut, le macaron qui va bien. Je vous présenterai bientôt les maquettes des drones que je conçois avec mon équipe à l'intérieur de Stratosphere, la société que j'ai créée et qui est installée à l'heure d'aujourd'hui aux États-Unis, le siège du moins, et les fameux drones Magellan et Vasco de Gama qui ont déjà fait une part du travail concernant Back to Agartha. Maintenant, la dernière phase est beaucoup plus complexe parce que les drones jusqu'à présent étaient des drones automatiques pilotés par satellite. Nous allons désormais évoluer avec un engin habité, c'est-à-dire dans lequel nous serons. Et c'est cet engin qui, à l'heure d'aujourd'hui, nous pose énormément de problèmes parce que construire un drone, même de grande taille, c'est une chose. Construire un engin de type drone, mais en fait piloté, donc vous pouvez à la fois le piloter automatiquement, mais vous pouvez aussi le piloter directement, c'est une autre paire de manches, et nous rencontrons des difficultés qui, sans être dans les dépenses somptuaires et incroyables de SpaceX, sont quand même non négligeables. Alors, comme vous le savez, il y a une dichotomie dans cette affaire, à savoir avec quoi tout cela est financé. Ben déjà, comme je l'ai dit et redit, et je le redis, ce n'est pas moi qui finance tout ça. Moi, j'ai été la personne qui a été contactée par ces gens. Je suis la personne qu'ils ont considérée comme devant être le directeur de tout ce qui est les opérations exploratoires pour aller sur Agartha, en Agartha, je devrais dire. Et ces gens, ce sont eux qui financent. Et ces gens sont très nombreux, plus de 500, constituent littéralement une communauté et dépensent tous les jours des sommes que je suis incapable de réunir. Regardez déjà les difficultés que j'ai à trouver 1800 malheureux euros. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien entendu, n'étant pas rémunéré pour cette opération, et ce sera un comble quand même, n'étant pas arrosé par ces 500 personnes d'argent, je suis appelé pour cette mission. Ils ne sont pas là pour me donner à bouffer, à boire, me vêtir, me loger. Hein, donc il faut revenir sur Terre. Je sais que sur Facebook, vous rêvez tous énormément et vous voyez le monde dans un prisme de déformation absolument terrible, mais non. Vous pouvez tout à fait désigner pour être le directeur d'une opération expéditionnaire et qu'on vous donne les moyens de faire cette expédition, de la réaliser et d'atteindre votre objectif sans pour autant vous donner le moindre dollar. Hein. Donc ça, il va falloir que certaines personnes intègrent ce paramètre. Donc, ceci dit, j'essaye, et je dois dire que je force beaucoup, j'essaye auprès des équipes et auprès de la direction de ce que maintenant j'ai appelé familièrement le centre. J'ai demandé aux gens du centre, aux dirigeants du centre, la possibilité quand même de communiquer un minimum. Pourquoi je veux communiquer sur les drones? Parce que je participe à leur conception. Pourquoi je veux communiquer sur la tenue et l'équipage, enfin l'équipement, je devrais dire, parce que là aussi, je participe, je suis consulté pour que tout soit au top en matière de cette expédition. Mais malheureusement, il y a plein d'autres choses que je ne peux malheureusement pas vous dire. Donc ceci dit, tout se passe là aussi correctement, même si on a vécu en fin d'année dernière une péripétie des plus folles, qui a d'ailleurs découragé un des membres de l'équipage, et qu'il faudra remplacer d'ailleurs. Et tout se présente quand même bien. Back to Agartha va bien à un moment donné pouvoir se faire et se concrétiser. Vous savez, ça peut paraître bizarre parce qu'on est sur Terre, mais c'est une expédition qui est pratiquement aussi difficile que de monter une expédition sur Mars. Donc il y a des conditions qui sont particulières, on ne connaît pas le terrain, on ne connaît pas cette civilisation, on ne sait pas, ça peut paraître comme ça un fantasme, mais enfin, sait-on jamais,
On ne sait pas quel type de protection a été mis en place là-bas et comment se signaler comme étant non agressif pour ne pas finir, je le dis avec humour, grillé ou volatilisé, malheureusement. Voilà, donc il reste encore des choses à faire. Voilà. Pour la partie expédition, comme vous voyez, ça se passe pas trop mal. Alors après, en ce qui concerne mes revenus sont directement liés aux livres, aux films, aux émissions que je fais. Beaucoup d'émissions passent payantes sur ATV. Il va falloir un abonnement pour y aller. Et plein de films que vous avez vus, les tout premiers films que vous avez vus des émissions, vont disparaître du net. Et non seulement ils vont devenir payants, mais les suivants aussi. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi Dominique, tout d'un coup, beaucoup de choses que tu vas faire vont devenir payantes? Ben, c'est parce que c'est très simple, les enfants. Quand je fais appel à l'aide, c'est pas souvent, hein, quand je fais appel à l'aide, le problème c'est que j'ai très peu de gens qui se bougent, même modestement, et le problème c'est que tous les jours il y a des dépenses à faire, et que quand on fait des recherches comme ça, quand on fait des études, des recherches, des explorations, ça demande énormément de documentation. Ça demande des fois des micro-voyages pour aller voir de vos yeux vus, de manière à pouvoir vous parler de choses, comme je vous l'ai dit, c'est un leitmotiv chez moi. Je ne peux pas vous parler avec certitude de quelque chose que je n'ai pas vu de mes yeux. Je ne peux pas vous affirmer quelque chose sans avoir d'abord consulté les véritables chercheurs, ceux qui travaillent sur le terrain. Je veux transmettre la vérité, toute la vérité, mais rien que la vérité. Donc c'est important. Et croyez-moi, c'est pas facile comme chemin, hein. Ce serait tellement plus facile pour moi de jouer au marchand de rêve. Mais c'est pas moi. C'est pas dans mon tempérament. Et comme je ne dois rien à personne, je fais comme je veux, quand je veux, où je veux. Et bien entendu, si j'ai envie de rester absolument intègre, droit et transparent au niveau de ce que je communique, eh bien, ça me regarde, ça plaît ou ça plaît pas. Ceux que ça plaît pas, vous savez, des pages, il y en a des milliards sur Facebook. Il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul explorateur et le seul aventurier sur cette planète. Vous pouvez aller voir ailleurs. Je ne retiens personne. Ceux qui veulent venir ici sont ceux qui ont envie de la vérité, ceux qui n'ont pas envie qu'on leur raconte des fables, ceux qui ont envie qu'on leur donne des informations sur lesquelles ils peuvent véritablement s'appuyer pour ensuite faire leur propre recherche, leur propre chemin. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux plus agir comme un témoin que comme l'acteur principal du film. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de vous donner l'information la plus détaillée possible, mais la plus brute possible, pour que vous-même ensuite en tirez vos conclusions. Alors bien sûr, ce ne serait pas sympathique si je faisais de l'info en flux sans vous donner, je dirais, mon opinion, mon point de vue. Mais comme vous le remarquez, je le fais toujours au conditionnel, jamais au présent. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire parce que j'ai trop de respect pour la vérité. J'ai tellement vu tout et son contraire que je préfère m'en tenir à la vérité, même si c'est le plus petit dénominateur commun et que par voie de conséquence, évidemment, ça ne va pas satisfaire tout le monde. Voilà, je sais d'avance que je ne... Vous savez, on ne plaît pas à tout le monde. Il faut abandonner l'idée d'essayer de plaire. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne cherche pas à plaire. Je cherche simplement à transmettre des informations sur un travail que je fais personnellement, sur le travail que d'autres font. Il y a des gens remarquables sur le net qui font un très bon travail. Je vous l'ai toujours dit, du côté de Greg, c'est quelqu'un qui n'affabule pas. Du côté de Franck, c'est pareil. Ce sont des gens carrés. Après, je comprends qu'ils ne s'impliquent pas plus à se rapprocher de moi pour travailler avec moi. On ne se rapproche pas du soleil, ça brûle. Et moi, je suis central, je suis solaire, je le sais. Je suis même tellement solaire que j'en suis clivant. Mais c'est pas grave. On a toujours les pour et les contre, et sur cette terre, ça existera toujours. Il ne faut pas essayer,
comme je vous l'ai dit, de plaire, ni d'essayer d'être en accord avec le plus grand nombre. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir dire la vérité. Ça, c'est important, la vérité. Et c'est ce que je travaille, notamment pour Back to Agartha. Je vous donne la vérité, enfin, une part de vérité dans ce qu'on m'autorise à diffuser. Voilà. Après, concernant Sylvius. Sylvius est une boîte dans laquelle je suis actionnaire, mais ce n'est pas moi le dirigeant. Alors à l'heure d'aujourd'hui, il est vrai qu'une partie de mes revenus sont réinvestis dans la société parce que nous avons racheté les parts que j'avais dans Studio Le Donjon et dans Wotan Film, et que nous sommes sur le point de racheter les parts des associés historiques qui vont ainsi retrouver toute leur liberté et nous, toute notre indépendance. Donc c'est en route. C'est en train de se faire. Alors, ça demande énormément de boulot. Comme je vous l'ai dit, je possède un cabinet de conseil en gestion des affaires qui s'appelle B2B et qui a même lui-même un département qui s'appelle Mailbox et qui fait du secrétariat administratif et commercial pour ceux que ça intéresse. Et le cabinet B2B est un cabinet de conseil en gestion des affaires, c'est-à-dire que c'est ma formation de base. Je suis diplômé de l'IAE d'Aix-en-Provence, gestion et administration des entreprises. Donc c'est mon boulot, quoi. Et donc je fais ça à côté, ça me rapporte un peu d'argent. Et bien entendu, je travaille là bénévolement pour Sylvius, qui devient Sylvius Group, dans la mesure où nous reformatons complètement la boîte, qui va avoir ces deux filiales rattachées, et tout le monde va travailler ensemble. Et ça fait énormément de travail à restructurer. C'est pas simple, les gens ne connaissent pas, mais pour ceux qui ont fait un peu de droit, pour ceux qui ont déjà, pour certains d'entre vous qui êtes peut-être patrons, même à titre indépendant, la paperasse, je pense que vous savez ce que c'est, vous savez que ça se fait pas en 5 minutes, et vous savez des fois que c'est un véritable et pur bonheur, tellement la France a l'art de vous compliquer la vie sur des déclarations et des formalités qui devraient se faire sur une feuille A4. Donc évidemment, c'est la raison pour laquelle actuellement, vous ne me voyez pas beaucoup sur Meeting Point, vous ne me voyez pas beaucoup sur des publications historiques, etc. C'est pas que ça manque, hein. J'ai à foison. Et que des choses inédites, parce que moi je regarde sur le net pendant que je ne fais rien, et je peux vous dire que où que ça passe, quelle que soit la web TV où ça passe et ce qui passe, plus réchauffé que ça que tu meurs, quoi. Plus réchauffé ça que tu meurs. J'ai l'impression d'acheter un plat préparé à Carouf. Donc, je veux dire, il y a même des choses où les gens vous présentent ça comme quelque chose de totalement renversant. Ça fait 20 ans que je connais le truc. Donc, je veux dire, des fois, ça fait sourire, quoi. Bon, ceci dit, vous inquiétez pas de la nouveauté, vous allez en avoir, parce que, effectivement, là, on travaille beaucoup. Hein, il y a quand même toutes ces expéditions sur le coude, les bouquins dont je vous ai parlé, mais il y a aussi cette entreprise qui va se mettre à produire. Alors il faut savoir que la médiathèque ayant tout cédé à la ville de Toulon et n'ayant donc plus aucune activité aujourd'hui telle qu'elle était conçue à l'origine, est en train de se transformer. Alors elle ne va pas changer de nom, puisque de toute façon le nom médiathèque des deux univers n'est pas repris par la ville de Toulon, donc c'est réglé. Mais elle va plutôt se transformer en entreprise événementielle qui va réaliser toutes mes conférences, toutes mes tournées, mais aussi des salons du livre pour tous mes amis auteurs et pour moi-même évidemment. Elle va réaliser beaucoup de choses, notamment la concrétisation des plateaux de ATV et bien sûr d'une équipe. Et à l'heure d'aujourd'hui, l'équipe se constitue, alors vous ne la voyez pas, et je mets un point d'honneur à rendre opaque l'identité de tous les gens qui travaillent avec moi au sein d'ATV et d'ailleurs, puisque bientôt vous allez rencontrer Radio Provence, et qui va, dans très peu de temps, enfin pour la rentrée je pense, assurer la sonorisation de toutes les rues commerçantes de la ville de Toulon. Ce sera que le début. Si le système marche, je l'étends à toutes les villes PACA. Donc, d'ailleurs, j'invite, pour ceux que ça intéresse et qui sont DJ, à prendre contact avec moi, tous ceux qui ont fait
du pupitrage à l'époque bénie des radios libres, tous ceux qui ont fait le DJ, qui ont fait les sons et lumières, enfin, même en amateur. Vous pouvez venir parce que vous aurez du boulot avec moi. Donc après, c'est vrai que les premières équipes seront bénévoles, mais n'oublions pas que les premiers servis, les premiers arrivés sont toujours les premiers servis, c'est-à-dire que les gens qui pourraient venir m'aider en bénévole seront, à l'expansion des structures, les premiers à être embauchés, et pas avec un salaire de figue. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui donne énormément de boulot, et c'était important que je vous parle de tout ça, parce que vous ne voyez pas tout ça. Donc, sans compter ma remise en forme, mon entraînement aux arts martiaux, Bozendo Nunchaku, mon entraînement au tir. J'ai repris le tir récemment, et tir carabine et tir PA, hein, pistolet automatique. Bref, croyez-moi, je ne chôme pas. Donc, hormis le fait qu'on est un peu serré côté budget, si je puis dire, notamment pour la Bosnie, et que mes revenus ont quand même fortement baissé, parce que je pense que mes amis auteurs n'en parleront pas publiquement, mais on est tous un petit peu à paillole côté vente, et c'est pas parce que nos livres n'intéressent plus personne, mais parce que nos livres sont plus achetables en ce moment, et qu'avec 1. Une crise économique, 2. Une crise sanitaire, 3. Une guerre, 4. Une inflation hallucinante dans ce pays, comment voulez-vous que vous puissiez vous payer un bouquin? Même à Sylvius, Michel s'éclate le cerveau à essayer de trouver le moyen de baisser le prix des bouquins, mais quand vous savez que le papier a pris 40% et l'encre 30% minima, ça devient quand même tendu, même pour les imprimeurs, même pour les confrères, d'arriver à produire des livres volumineux. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous avons fragmenté Civilisation antédiluvienne en 10 tomes, et où Atlantis et Ragnarok ont été, pareil, fragmentés en plusieurs tomes. C'est impossible de les sortir, d'abord parce que Atlantis était déjà 800 pages, oui, c'est ça, plus de 800 pages et pratiquement 800 grammes. Donc, c'est plus possible de sortir des bouquins comme ça, ou alors il faut les sortir à 50 balles, mais déjà, vous n'avez pas les moyens de vous payer des bouquins à 25, ou pas grand-chose, ou pas souvent, mais alors des bouquins à 50, on rêve. Hein, d'office, on ne vendra pas. Donc, nous, on est en train de travailler à Sylvius, à chercher des bouquins inférieurs à 20 €, voire dans un prix moyen de 15 €. Mais évidemment, le nombre de pages, il va falloir qu'elle maigrisse, parce que s'il n'y avait que le prix du bouquin, à fabriquer, je veux dire, il y a aussi le transport. La poste, c'est carrément des racketteurs, il faut le dire clairement, quand vous avez des tarifs hallucinants, et quand, par exemple, des libraires en Suisse me demandent de leur livrer des bouquins, je ne peux pas, enfin c'est pas moi qui le fais, c'est Michel, mais ça revient au même, je leur explique, quand ils rentrent en contact directement avec moi, que des fois, le prix du port est égal au prix d'achat des bouquins. C'est un truc de fou, quoi. Donc, à un moment donné, on peut plus diffuser, ou alors il faut numériser. C'est ce que j'ai fait avec les e-books. De ce côté-là, ça se déplace bien. Je gagne pratiquement une plateforme par jour. Ceci dit, il y en a 166. Donc, vous voyez le temps que ça va mettre pour que je sois vraiment présent sur les 166 plateformes qui m'ont dit OK. Et à l'heure d'aujourd'hui, tout en faisant les e-books, je viens d'attaquer les livres audio. Donc, là aussi, il y a tout un cheminement, et notamment Roman de Gare, qui est pratiquement achevé. Il reste 4 pages du site. Et je suis un petit peu bloqué parce que j'ai demandé à mon ami Jean-Luc, qui est un ami de très très longue date et qui m'a offert l'hébergement du site, de modifier en fait les paramètres du site en question, de ce qu'il m'a donné, de la surface, enfin du disque, de l'espace disque et tout, pour
que je puisse... J'étais parti en fait sur un WordPress, mais on va devoir fabriquer un vrai site. Donc en fait, on a beaucoup travaillé sur un modèle, et puis finalement, ce modèle va plutôt me servir pour mon site perso. Et je vais faire un site roman de gare qui ne sera pas du tout fait sous Word, enfin sous WordPress, mais qui sera fait véritablement sur une application intégrée, application qui existe à l'intérieur de l'hébergement de mon ami Jean-Luc, et qui me paraît nettement plus facile à mettre en ordre, à mettre en place pour que ça fonctionne. Je suis surchargé dans mon emploi du temps, mais c'est comme ça que j'aime vivre. J'aime vivre en ayant 1 milliard de choses à faire, en étant toujours sur le feu. C'est mon tempérament. Il y en a qui aiment bien rien foutre. C'est un autre tempérament. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien être sous pression de manière régulière, relever des défis continuellement. C'est dans ma nature. Donc je fais. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous donne rendez-vous évidemment sur ma page d'explorateur. Si vous avez des questions à poser quand vous verrez cette vidéo, n'hésitez pas à poster vos commentaires. Je réponds à tout le monde. Tous les gens qui sont venus sur mes Facebook Live savent que je leur réponds toujours, que je leur donne toujours les liens promis, et etc. D'ailleurs, à ce sujet, et pour terminer, vous aurez bientôt une petite vidéo où je vais vous présenter un logiciel absolument hallucinant. C'est un logiciel qui vous présente, enfin qui vous met aux commandes de la porte des étoiles. Bon. Alors vous verrez, vous pouvez me composer des planètes où aller, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, je suis en train de faire une petite vidéo où vous verrez sur l'écran de mon ordinateur la porte des étoiles en fonction. Donc, alors je crois qu'il s'appelle Luc, et pour Froggy, pour Lily, pas de souci les enfants, c'est vrai que je suis un peu débordé en ce moment, mais je ne vous oublie pas et vous aurez ça très bientôt. Allez, sur ce, je retourne, j'ai du taf, croyez-moi j'en ai encore, toujours dans la restructuration de Sylvius, on n'en sort pas, les comptes et les comptes et les comptes. Allez, à bientôt les amis, et gardez bon pied, gardez bon oeil, ciao.